L'étude Protec qui a été représentée, c'est peut-être la plus vieille. Juste pour vous dire, on tente encore de moduler la morbidité et la mortalité. Ici, on est en présence d'un bloqueur du récepteur de l'AT2, un médicament dont le fondamental était très, très bon. Ici, je me suis limité à une étude, une slide. Les données fondamentales vous démontraient une efficacité très importante pour la prise en charge d'insuffisance cardiaque aiguë, surtout à l'hôpital, mais essentiellement une étude cette fois-ci qui était visée pour la mortalité cardiovasculaire, mortalité totale ou cardiovasculaire, ou la réhospitalisation ou la dysfonction rénale à 60 jours. Et puis finalement, la reloféline n'a pas été efficace. Donc, bloqueur du V2 récepteur, bloqueur de l'A2 récepteur en insuffisance cardiaque aiguë, ça n'a pas marché. Beaucoup d'études décevantes là, au cours des dernières années, je vous rappelle. Jusqu'à là qu'on ait celle-là, je l'ai gardée pour la fin, probablement qu'il va y avoir des questions sur celle-là, puis je pense que la période de questions va peut-être porter surtout là-dessus, l'étude SHIFT. Je vous rappelle qu'on avait déjà testé l'ivabradine dans l'étude Beautiful, une étude qui avait été essentiellement neutre. Il y avait une dichotomie en termes de fréquence cardiaque. Les patients avec fréquence cardiaque basse en bénéficiaient moins. Les patients avec fréquence cardiaque plus élevée semblaient en bénéficier. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On dessine une autre étude pour le tester prospectivement. C'est exactement la proposition de SHIFT. On va utiliser l'ivabradine, qui est un modulateur du EF channel, donc les canaux sodiques qui ont un effet chronotrope négatif pur, des patients qui sont en insuffisance cardiaque ambulatoire avec une fraction d'éjection en bas de 35. Je vous rappelle, obligatoirement, devait avoir une fréquence cardiaque de repos supérieure ou égale à 70. Donc, des patients qui sont tachycardes malgré la thérapie médicale. Et il devait être, puis regardez le mot, le best recommended therapy, puis c'est peut-être là qu'il va y avoir la période de questions. Donc, classe 2 à classe 4, vous pouvez être ischémique ou non ischémique. Les critères que j'avais déjà dit, je rappelle que c'est un rythme à 70 sinusal, pas de la fibrillation auriculaire. Donc, vous étiez screené, pas de ronine, ivabradine 5 BID, que vous poussiez à 7,5, dépendamment de votre tolérabilité et de la fréquence cardiaque. Donc, on voulait vous amener en bas de 70 versus un placebo. Puis, on vous suit jusqu'à l'obtention d'événements. Les événements, c'est la mortalité de cause spécifique et l'hospitalisation. Bien entendu, on va suivre tout le reste comme d'habitude. Donc, on screen 7400 patients, on en randomise 6500 patients, la moitié à l'ivabradine, la moitié au placebo. Certains patients sont exclus pour les avoir. Puis en termes de loss of follow-up, ils ont bien fait avec seulement 3 patients qui ont été perdus. Bon, la plupart des patients sont ischémiques, la plupart en classe 2, mais vous voyez, c'est une espèce de balance entre la classe 2 et la 3-4. Il n'y a presque pas de patients en classe 4. La plupart en post-infarctus, diabète qui est représenté, mais pas très important, l'hypertension artérielle très important. Je pense que je le souligne tout le temps parce que c'est l'importance du contrôle des facteurs de risque. Quand on a pris notre premier patient hier hypertendu, c'était justement pour souligner le point, contrôle d'hypertension en prévention primaire, puis chez le patient insuffisant cardiaque encore plus, avec des recommandations maintenant qui sont beaucoup plus claires. On ne s'étonne pas de les voir avec une fréquence cardiaque élevée, hein, c'est la proposition de l'étude. On les prenait tachycardes au baseline. Dysfonction ventriculaire gauche à 29 tension artérielle, il était hypertendu, mais au moins bien maîtrisé. Puis regardez la fonction rénale de ces patients-là, on est toujours surpris, les EGFR qui est extrêmement élevé chez des patients insuffisants cardiaques. Donc, les traitements de base, bon, on ne s'étonne pas, hein, ils devraient avoir des bêta-bloqueurs. 90 ce n'est pas tout le monde qui les tolère, les bêta-bloqueurs. 90 c'est quand même une bonne note, c'est la note de passage. ACE ou ARB, 90 on dit 90-95, plupart diurétiques. Regardez la pénétrance des inhibiteurs de l'aldostérone, extrêmement intéressante, à 60 22 de digital. Très, très peu ici, puis c'est particulier d'ICD ou de CRT, ça va peut-être influencer notre mortalité. Donc, les patients qui ont des bêta-bloqueurs, comme je vous le disais, 89, quel type de bêta-bloqueur, je ne le sais pas, on le sait un tout petit peu parce qu'on l'a eu à la présentation à l'ISC. Mais chose certaine, c'est qu'on regarde surtout la dose de bêta-bloqueur utilisée. Donc, au moins 50 de la dose cible, les doses que vous connaissez, 56 puis à target, à peu près 26 mais ça représente un peu la pratique de tous les jours. On est à peu près à 50-60 de la dose de bêta-bloqueur. Est-ce que ça a une influence? Je vous laisse le soin de juger tout ça. Que fait l'ivabradine? L'ivabradine abaisse la fréquence cardiaque. Ce que l'on sait, c'est que l'ivabradine, elle abaisse la fréquence cardiaque à mesure qu'elle est plus haute. Donc ici, on ne s'étonnera pas de voir un effet significatif de ce médicament-là. Donc on part à 80. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être une certaine titration parce qu'il y a une diminution de la fréquence, mais une diminution encore plus importante dans le bras ivabradine. Vous voyez la différence ici de 11 battements. C'est un médicament qui, lorsqu'il est bien titré, fait la bradycardie. Une étude, une slide, décès cardiovasculaire et hospitalisation. Regardez la valeur de P. Une diminution significative. Ce qui est intéressant, c'est que pour atteindre cette valeur de P-là, il y a quand même eu une augmentation de randomisation dans l'étude, parce qu'au début, il y avait peu d'événements, mais finalement, une diminution qui est significative.
Hospitalisation pour insuffisance cardiaque, regardez la valeur de P, une diminution de 26 cumulative et progressive chez nos patients. Décès cardiovasculaire, une valeur de P qui n'est pas significative. Bref, surtout un effet pour prévenir l'hospitalisation, mais le décès de cause spécifique, le décès par insuffisance cardiaque, autrement dit, la portion d'insuffisance cardiaque, il y a deux façons, soit que tu es hospitalisé ou que tu meurs de pump failure. Et ça aussi, on a réussi à l'atteindre avec une diminution de 26 une valeur de P qui était significative. Ici, vous avez tous les sous-groupes qui sont relativement concordants, donc tout le monde tire de façon favorable aux événements finaux. Puis vous voyez qu'en termes d'hétérogénéité, il n'y en a pas, sauf ici, de façon intéressante, la fréquence cardiaque. Plus vous êtes tachycarde, plus vous bénéficiez de cette médication-là. C'est une étude dichotomique, je vous rappelle, il faut faire attention à cette hétérogénéité-là, mais je pense qu'il faut la noter. Je l'ai passé vite peut-être, mais ce qu'on est capable de tester à date, c'est les patients, parce qu'on se demande, bon, si on avait poussé les bêta-bloqueurs, est-ce qu'on aurait obtenu une partie de ce bénéfice-là? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris les 3181 patients qui avaient une dose de bêta-bloqueur à au moins 50 de la dose optimale. On voit un effet sur la fréquence cardiaque de même magnitude, c'est encore 11 battements. Donc, quelle que soit la dose de bêta-bloqueur ou 50 on a encore 11 battements par minute de diminution et une diminution d'événements qui est encore favorable. Le décès cardiovasculaire total et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque est encore significatif. On y viendra probablement à la période de questions. Effet secondaire relativement bien toléré. Conclusion, vous avez déjà probablement entendu les diminutions de décès et d'hospitalisation. En termes de NNT pour l'étude SHIFT, pour un événement primaire, c'est 27, mais surtout drivé par la diminution d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque à 27 patients à traiter. Ce que je vous dirais, par exemple, à venir, ce n'est pas mon rôle de vous prédire l'avenir. De toute façon, on n'est pas très, très bon pour le faire. Je vous rappelle qu'il y a deux études qui vont être intéressantes. La première, j'en parlais un peu hier, l'étude avec la nécéritide, plus de 6 000 patients randomisés annoncés pour l'American Heart Association en late breaking clinical trial. En chronique, l'éplérinone, une donnée qui est déjà, on sait déjà, elle est positive. Celle-là, je peux vous la prédire. On sait déjà comme investigateur, puis d'ailleurs sur le site web, est déjà positive en insuffisance cardiaque de classe 2. Ce qu'on ne sait pas, c'est la magnitude de cette positivité-là. C'est une étude en insuffisance cardiaque ambulatoire avec l'éplérinone, en classe 2 surtout. Diminution de l'hospitalisation et de la mortalité, on ne sait pas encore lequel des deux paramètres est très influencé. On pourrait aussi me dire que Candide 2 va être présenté en late breaking clinical trial, mais ça, je vais laisser Michel vous parler de ça. Donc, mes conclusions de l'année, c'est que nos outils thérapeutiques sont quand même très bons. On fait un bon travail, on a déjà en main des outils thérapeutiques extrêmement importants. Malgré tout ça, je pense qu'il est difficile de faire mieux. C'est pour ça que les études ont de la difficulté. Maintenant, on en a des positives, tant mieux. On y viendra peut-être à la période de questions. Mais nos patients, ils ont beaucoup, beaucoup de comorbidités, puis je pense que c'est ça qui complique notre tâche. Même si c'est difficile, il faut continuer à chercher. Vous le voyez, il y a encore beaucoup de morbidité et de mortalité chez nos patients. Si on prend des registres de patients consécutifs, les données sont encore pires que ce que je vous ai présenté. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut continuer à chercher. J'ai l'impression qu'on va être ici encore pour un bon bout de temps. Devrait-on modifier nos cibles? Peut-être. On parlait de profilage hier racial, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ici, on parle de profilage de fréquence cardiaque. Peut-être qu'il faut améliorer la sélection des patients avec le phénotype et le génotype. Bref, peut-être qu'il faut plus adapter notre thérapie à des patients spécifiques que prendre des all-comers, parce que sinon, on a plus de difficultés. Je vous remercie beaucoup. Michel, il te reste 12 minutes.